Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que je voulais répondre à une vidéo que j'ai trouvée sur internet parlant de l'individualisme. Une vidéo qui était postée sur la chaîne de Enol Genocide. Je ne sais pas si c'est le meilleur pseudo qu'on puisse trouver sur internet, mais bon, j'ai trouvé sa vidéo intéressante et j'avais envie d'y répondre, pas forcément en mal, parce que je trouve que tout ce qu'il dit sur le groupe est vrai, mais par contre j'avais envie quand même un peu de défendre la vision de l'individualisme, parce que je trouve sa vision un petit peu trop sévère. Alors, donc j'ai pris des notes en fait en écoutant sa vidéo. Donc il commence à parler du groupe, en disant que le groupe, en gros, c'est une association d'individus, et que le groupe est stupide en gros, puisque les gens acceptent... en fait, qu'est-ce qu'un groupe? C'est des gens qui acceptent de troquer leur liberté contre, euh, contre du confort et de la sécurité. Donc du coup, ils se réfèrent à une personne, un guide. En général, il y a un leader dans un groupe, un guide, et ils vont suivre un petit peu ses idées. Et on peut voir dans différents événements de l'histoire, j'ai pas vraiment besoin d'en rappeler, la plupart, quand on regarde des grands films historiques, on voit tout de suite que la foule, en fait, au bout d'un moment, elle suit forcément son leader, il y a une excitation, il y a l'envie que les choses changent, il y a les pulsions animales qui se révèlent, parce que comme les gens pensent moins, bah, du coup, ils sont plus excités, agressifs, etc., ou joyeux. Euh, le seul exemple qui me vient à l'esprit, qui est vraiment, vraiment récent, parce qu'après il y a des grandes vidéos d'histoire, mais un exemple récent, c'est les meetings d'Hollande en fait pendant la présidentielle de 2012, où il parlait du monde de la finance, nanani, nanani, et en fait il dit énormément de conneries, c'est-à-dire s'il y avait quelqu'un en face de lui, il pourrait lui répondre assez facilement, contre-argumenter assez facilement sur ce qu'il dit sur le monde de la finance. Et on voit les gens dans la foule qui sont là à dire, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il se soulève, il sourit, il crie, c'est l'euphorie, etc. Et je me dis, waouh, j'ai l'impression d'être là devant quelqu'un de supérieur, et puis le peuple est là derrière lui, un peu bête, mais ils le suivent, quoi, ils sont motivés et tout. Et je me suis dit, vraiment, le groupe, c'est vraiment un système où les gens ne pensent plus, ils sont là les uns derrière les autres. Donc sur ce point de vue du groupe, on est d'accord. Après, en fait, je pense que cette personne, qui n'a pas donné son prénom dans la vidéo, je pense que cette personne a une vision un petit peu biaisée de l'individualisme, c'est-à-dire que... alors, si vous allez sur ma chaîne, je fais juste un petit aparté. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que j'ai commencé à faire quelques vidéos sur le libéralisme pour rétablir une vérité entre guillemets sur le libéralisme, qui est de parler du libéralisme en général, de toute la philosophie libérale. Et malheureusement, ce qu'on entend partout dans les médias, c'est une partie du libéralisme, c'est le libéralisme économique. Et là, quand cette personne critique l'individualisme, c'est pour moi exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il critique une partie de l'individualisme qui est l'individualisme lié à la consommation. Je consomme, donc je suis. J'achète j'achète ce parfum, donc du coup il me rend meilleur, nanana. J'achète ce yaourt, donc il me fait devenir quelqu'un, etc., etc. Il me fait devenir quelqu'un de meilleur. J'achète un iPhone, donc du coup je fais partie d'une tendance, etc., etc. Donc du coup je suis d'accord avec cet aspect de l'individualisme, mais en fait il met de côté totalement une autre partie de l'individualisme qui est liée au droit, tout simplement. Le droit d'expression, le droit de vivre sa vie comme on l'entend, le droit d'emmerder le monde, puisque j'ai vu dans sa vidéo qu'il était assez sur ce sujet-là. Euh, le droit d'avoir envie de vivre sa vie comme on le souhaite. Alors, effectivement, quand on dit ça comme ça, même moi j'ai l'impression que ça y est, je vais me lancer dans un meeting, on est tous libres, égaux, tout ça. Faire des phrases aussi simplistes, c'est malhonnête parce que déjà, il faut définir ce qu'est la liberté, il faut définir ce qu'est le droit, etc., etc. Mais l'individualisme, c'est pas mal. Ça peut être mal ou ça peut être bien, tout dépend de son point de vue. Mais je vais essayer avec vous, donc je vais avancer sur la vidéo et je vais essayer de vous montrer qu'il y a aussi des points positifs. Oui, il était écrit, enfin il était dicté
dans la vidéo que cette personne avait commandé le livre de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. J'espère qu'il l'a lu depuis, parce que c'est un très très bon livre qui permet, sans être un pro de la lecture, de comprendre très rapidement certaines mécaniques du groupe et les abus qui peuvent en découler. Donc comme je disais, l'individualisme, c'est pas seulement consommer, c'est aussi avoir l'envie, avoir l'ambition de faire quelque chose de sa vie, mais pas forcément quelque chose qui soit supérieur aux autres. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Et comme cette personne parlait beaucoup de Nietzsche et du surhomme ou du surhumain, quand on lit Nietzsche, justement, de ce point de vue-là, on se rend compte que cette volonté de vouloir se surpasser, c'est pas une volonté de se surpasser par rapport aux autres, comme par exemple on pourrait penser à Superman, qui est plus fort que les autres, donc qui domine, etc. J'aime bien prendre le mythe du super-héros, parce que si vous faites des recherches sur Internet, c'est souvent ce qui revient. Donc le surhomme, c'est pas ça, c'est se dépasser soi-même. C'est-à-dire se regarder d'en haut, se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, j'ai pas encore fait bien, donc il faut encore que j'évolue, que je m'améliore pour arriver au but, pour arriver à mon but. Et ce but, il peut être, puisque là on n'est plus du tout dans la société de consommation, il peut être aussi varié que, enfin, il peut y en avoir des millions, des milliards, en fonction de votre point de vue, en fonction de vos envies. Il y a une personne, son but dans la vie, ça peut être de ne plus avoir besoin de travailler. Une autre personne, ça peut être de monter son entreprise. Une autre personne, ça peut être de voyager tout le temps. Une autre personne, ça peut être de devenir riche ou de devenir célèbre. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Et ces choses-là vous appartiennent. On peut croire dans un sens que parfois des ambitions peuvent être données par la société de consommation ou le système mis en place, sans vouloir faire le mec paranoïaque, mais il y a quand même un système. Les choses qui vous sont données en pâture, en vous disant il faut que vous soyez comme si, il faut que vous soyez mince par exemple, puisque c'est bientôt l'été, il faut que vous soyez mince, que vous soyez séduisant, etc., etc. Ça, c'est des normes qui sont mises en place par la société et qui découlent de morales qui sont mises en place par la société. Donc si vous êtes la seule personne sur la plage qui est mince alors que tout le monde est gros autour de vous, ça fait pas de vous quelqu'un d'individualiste, ça fait de vous quelqu'un qui est allé au bout de sa démarche. Mais par contre, c'est pas la personne est arrivée à son but, donc moi je la félicite. Mais est-ce que l'ambition d'être mince sur la plage, c'était une ambition personnelle qui relevait vraiment de cette envie d'être bien? Ou alors c'est parce qu'on lui a mis la pression et qu'elle s'est dit oh là, si cet été je suis pas bien, ça n'ira pas bien pour moi. C'est de ce point de vue-là que j'étais en désaccord un petit peu avec la personne de la vidéo. Donc je prends mes notes. Alors moi, à titre personnel, je suis entrepreneur. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai une vision particulière de l'individualisme. Je sais que plein de gens ne seront pas entrepreneurs. Et le salariat n'est pas quelque chose qui me correspond. Ça n'a rien d'arrogant de dire ça. Pour moi, ça donne plutôt une vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous être égaux, on ne peut pas tous être pareils. On est pareil parce qu'on est tous des êtres humains, mais qu'on est aussi différents et que c'est ça qui fait de nous des individus et non pas ça qui fait de nous une foule. L'individualisme et le droit, c'est quelque chose que j'ai vu à travers un auteur anarchiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Max Stirner. C'est une personne qui va assez loin dans ses délires, puisque, comme il dit, je n'ai basé ma cause sur rien. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit pour lui-même, c'est un égoïste, au sens, vous pouvez le prendre au sens que vous voulez, mais c'est un vrai égoïste. Et il l'assume et il explique pourquoi il est égoïste. Alors je ne vais pas faire un exposé sur Stirner, mais sur le droit, il explique que le droit c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en place par les autres, c'est-à-dire vous avez le droit de faire ça parce qu'on revient aux normes, on revient à la morale. Il dit que le droit c'est quelque chose qui se prend. Si j'ai envie de... par exemple, j'ai pas le droit de manger, j'ai choisi de manger.
j'ai pas le droit de voler, j'ai choisi de voler. J'ai pas le droit de mourir, je dois pas demander, par exemple, si oui je parlais de mourir, l'euthanasie, j'ai pas à demander ce droit. Si j'ai envie de mourir, je le fais, parce que le droit ne se demande pas, il se prend. Alors c'est une vision très anarchiste des choses, effectivement, mais ça donne vraiment une autre vision de l'individualisme, puisque tous ces exemples un peu extrêmes que je prends, justement, ils vont en opposition avec la morale chrétienne qui est en place aujourd'hui, et la morale de société de consommation qui est en place aujourd'hui dans notre société. Un point important aussi par rapport à Nietzsche, qui était dit dans la vidéo, c'est que Nietzsche, il parle beaucoup de solitude. Dans son personnage Zarathustra, en fait, il va dans la montagne, et puis donc il devient un surhomme, parce qu'au contact de la nature, des animaux, tout ça, il se rend compte de sa véritable identité. Et en fait, il y a un moment où il veut redescendre dans la vallée pour dire aux gens, il veut retourner en fait voir le peuple, ou revoir les êtres humains tout simplement, alors qu'il était seul pendant assez longtemps dans la montagne. Et il se dit, il faut que je leur explique ce que j'ai vu, il faut que je leur explique qu'est-ce que c'est que le surhomme et pourquoi ils doivent se surpasser, etc., etc. Et en fait, quand il redescend dans la vallée, il explique son histoire et tout le monde se fout de sa gueule. Et les gens qui sautent de sa gueule, en fait, c'est justement la foule. C'est ces gens peu éclairés. Alors, encore une fois, ça n'a rien de méprisant, c'est juste que la foule, par définition, ne peut être éclairée puisqu'elle demande, désolé pour le son derrière, la foule ne peut être éclairée puisque son souhait le souhait de ces individus de devenir foule, c'est de troquer, donc comme je l'ai dit, leur liberté et leur fonction de pensée contre un confort, une sécurité, un conformisme, etc., etc., de la richesse, enfin il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place derrière. Et donc ce qui se passe, c'est que Zarathustra, en gros, il se fout de sa gueule, et que du coup après il repart seul, et il part faire son chemin. Et donc, pour terminer rapidement sur cette partie-là, Zarathustra, en fait, lui, il se définit pas comme surhomme, parce que sinon il reprendra un peu le melon. Le surhomme, c'est l'idéal à atteindre. À la base, on est tous des bêtes, ensuite on passe par l'homme, et l'homme, c'est le passage entre la bête et le surhomme. Le surhomme, c'est un idéal à atteindre, mais vous n'arriverez jamais à l'atteindre, parce que il estime qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours s'améliorer. Donc le surhomme, c'est un but, mais c'est pas une finalité. Et donc en opposition au surhomme, vous avez donc le dernier homme. Donc le dernier homme, il fait un... Vous pouvez le lire sur internet, il y a même des vidéos, ça s'appelle le prologue en fait, le prologue de Zarathustra, pour les gens qui n'auraient pas lu. Ça prend 10 minutes, vous écoutez ça et il vous explique ce qu'est le dernier homme, et en fait on se rend compte que c'est assez proche de ce qu'est aujourd'hui les individus tels que définis par notre ami dans la vidéo, c'est-à-dire des gens qui sont dans le conformisme, qui dès que quelqu'un fait quelque chose qui leur plaît pas le montrent du doigt, sont des faibles qui veulent anéantir les forts, ou en tout cas les affaiblir pour profiter de leur force. Donc toute l'idéologie de Nietzsche qui est là-dedans. Et je voulais juste dire un petit truc, parce qu'en parlant c'est pas évident. Oui, donc Nietzsche, enfin Zarathustra a voulu aussi rester seul pour se protéger de cette bêtise humaine, parce que aujourd'hui, en étant tout le temps connecté, sans vouloir faire le mec à l'ancienne, mais aujourd'hui, en étant tout le temps connecté, on est tout le temps abreuvé de cette morale qui vient tout le temps sur vous. Donc du coup, c'est important, et encore plus aujourd'hui, de prendre des moments de solitude ou de s'isoler à certains moments pour repenser soi-même, repenser son individualisme, repenser ses buts à atteindre, etc., etc. Il y a un petit passage sur le bien et la morale. Donc ça, c'est notre ami de la vidéo qui définit ça comme bien et ça comme la morale, lui-même en se prenant pour un moralisateur. Donc juste sur ça, si tu as lu Nietzsche, tu sais que tu dois dépasser cela, puisque c'est des codes qui sont là pour les gens qui n'ont pas envie de se dépasser. Donc oublie ce qui est le bien, oublie ce qui est la morale, et vis selon tes envies et tes désirs. Il y a un passage sur les riches aussi. Les riches, ça leur coûte pas de donner aux pauvres, ça leur coûte
pas grand-chose, qui sont déjà riches, etc. etc. Donc je suis d'accord sur le fait que certaines personnes font des actions humanitaires pour leur image. Par rapport à ça, moi j'irais beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un auteur français qui s'appelle Marcel Mauss et qui a écrit un livre qui s'appelle Essai sur le don. Et dans ce livre, en fait, il explique qu'est-ce que c'est que le don. Et le don, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va donner quelque chose à une autre personne, inconsciemment, en fait, il attend quelque chose en retour. Alors ça peut être de la gratitude, un remerciement. Il peut se sentir puissant face à une pauvre personne qui a rien. Donc en lui donnant quelque chose, en fait, il s'achète une sorte une classe sociale plus supérieure. Il s'achète un pouvoir, on peut dire, une stature, etc. Et en fait, toute action, tout don mis en place, enfin le don n'existe pas tel qu'on... Quand je vous dis le don, vous comprenez quelque chose, ben ça n'existe pas justement. Donc c'est pour ça qu'il faut lire ce livre. Je vous encourage vraiment à le lire parce qu'il est très intéressant sur ça. Donc évidemment, les actions individuelles mises en place dans la société, mais motivées par la morale, ne peuvent pas être des actions que Nietzsche aurait approuvées, puisque c'est des actions finalement de la société qui sont là pour vous faire appartenir à un groupe. Le groupe des gentils contre le groupe des méchants. C'est souvent le groupe qu'on peut voir, même si c'est assez infantilisant. Donc je suis d'accord que l'altruisme n'existe pas. Le troll sur jeuxvideo.com, j'ai trouvé ça intéressant. Il faut savoir qu'en fait, la liberté... Alors, j'ai mélangé des choses. La liberté d'expression n'existe pas. Pourquoi j'ai dit ça ? J'ai dit que la liberté d'expression n'existait pas parce que la liberté d'expression, elle est limitée à ce qui est moralement acceptable. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas le droit de critiquer des moments de l'histoire, c'est interdit par la loi. Ça s'appelle le négationnisme. Et si vous le faites seulement par principe, c'est-à-dire pour dire j'ai quand même le droit de le dire par liberté d'expression, vous aurez des problèmes. Ça veut donc dire que le droit se limite, enfin la liberté d'expression se limite à ce qui est déjà décidé pour nous. Donc finalement, il n'y a pas de liberté. Et si on veut revenir à Stirner et à son anarchisme, effectivement, comme il dit, la liberté, ça ne se demande pas, ça se prend. Avec tout ce qui en découle, donc révolution, violence, etc., etc. Mais du coup, on n'est absolument pas dans une société de liberté d'expression. Pasolini, si vous regardez sur internet fascisme, Pasolini sur YouTube, vous verrez une vidéo où il y a un moment où il parle à la télé et on lui demande de parler clairement. Il dit non, je ne peux pas dire tout ce que je veux parce que le code fasciste est encore en vigueur, ce qui était le cas à l'époque en Italie. Et en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le dirait avec des mots différents. On dirait à la télé, je ne peux pas dire exactement ce que je veux. Enfin, on n'irait même pas jusqu'à avoir cette honnêteté-là. On dirait juste, je peux pas vraiment dire ce que je veux à la télé, parce que sinon tout le monde va me tomber dessus, les associations, etc. etc. Sur la pensée, les gens ne pensent pas. Et oui, donc il expliquait qu'on pouvait faire croire aux gens qu'ils pensaient. Donc effectivement, les gens ne pensent pas, mais je suis pas d'accord, ils n'ont pas envie de penser non plus. Si les gens pensaient réellement, ils iraient plus voter, par exemple. C'est aussi simple que ça. Si les gens pensaient, ils seraient moins là à reprocher tout le temps aux autres les galères dans leur vie. Ils prendraient... Alors c'est facile de dire ça comme ça, hein, mais rien n'est facile dans la vie. Ils prendraient les bonnes décisions pour améliorer leur situation. Ça, c'est quelque chose de vraiment individualiste et je pense que ça fait partie des points positifs qu'on peut soulever et qui m'ont motivé à faire cette vidéo. C'est-à-dire plutôt que tout le temps cracher à la gueule des autres, commencer à se regarder, commencer à s'améliorer, se prendre un point, une base et essayer d'évoluer à travers l'idée de Nietzsche et du surhomme, etc., etc. Donc vraiment avoir cette notion d'être seul et de vouloir s'améliorer soi-même et arrêter de cracher sur les autres. Donc comme je le disais, les gens ne souhaitent pas penser parce qu'ils préfèrent déléguer les choses à travers un groupe, à travers un syndicat, une association, un homme politique ou une femme politique. Ça leur donne un confort, ils pensent que du coup on va s'occuper d'eux, ils pensent que d'autres personnes s'en occuperont mieux qu'eux à leur place. Et surtout, s'il y a quelque chose va mal,
Bah oui, ils sont pour rien. Ils ont fait confiance à quelqu'un et c'est cette personne qui les a trahis. C'est un point de vue intéressant, parce que du coup, ça oblige personne à se remettre en question. Mais est-ce qu'on est vraiment gagnant d'avoir cette politique de l'autruche? Euh, Quand on a 15 ans ou 20 ans, on se dit c'est bon, plus tard je changerai. Mais quand on arrive à 60 ans et qu'on s'est menti toute sa vie, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment mal? Oui, moi aussi je me fais piéger par cette histoire de morale. Euh, Généalogie de la morale, donc les faibles qui attaquent les forts pour pour en fait les endoctriner le peuple et prendre le pouvoir, puisque tout est notion de pouvoir finalement. Sur le féminisme, le racisme, les gens choisissent volontairement en fait d'entretenir les débats. Enfin, ces gens-là, je vais prendre par exemple le féminisme. Les gens, enfin une partie, enfin, les féministes choisissent volontairement d'entretenir ces débats en dénonçant, en parlant de ci, de ça, en le faisant pas simplement exister, mais davantage exister, ils l'exposent encore plus aux gens en disant il faut montrer ça, il faut pas se taire, c'est la démocratie, tout ça. Je suis d'accord pour parler librement, mais en fait ils font tellement exister les choses que du coup on a l'impression que ça devient une priorité dans la société. Donc les gens commencent à penser à tout ça, et ça leur donne ça donne une légitimité à ces gens d'entrer dans le débat ensuite. C'est quelque chose qui est très souvent fait en politique, puisque par exemple, pour prendre le FN, ils vont parler de politique d'immigration, les gens vont se dire ah oui, ils ont raison sur ça, et du coup après ils vont s'imposer directement comme le parti qui va vous aider contre l'immigration. Donc du coup les gens ils sont obligés d'aller voter pour eux, parce qu'ils se disent il y a un problème, il n'y a que eux qui peuvent apporter cette réponse. Sur SOS Racisme, c'est exactement la même chose. Tout le temps là à dénoncer le racisme, donc les gens se disent ah oui, effectivement, il y a des racistes partout. Et puis après, du coup, effectivement, on se dit ah oui, on a besoin d'eux finalement pour dénoncer ça et faire ce travail et tout. C'est quelque chose qui. Il y a un exemple historique, c'était le communisme en France. Il faut savoir que le communisme, par exemple, est le seul parti à avoir voté contre la création de la sécurité sociale à l'époque, parce que c'est quelque chose qui allait apporter beaucoup aux ouvriers. Et ça peut paraître terrible de dire ça, mais comme ça apportait plus de confort aux ouvriers, les ouvriers allaient être moins syndiqués, pardon. Ils allaient être moins syndiqués. Du coup, le Parti communiste était contre la création au départ de la sécurité sociale, parce que comme ils n'avaient plus de fidèles, leur église, entre guillemets, n'existerait plus. Et on voit ça souvent dans les groupes, dans les associations et dans les partis politiques. On crée un problème et on devient, on se place comme le défendeur, la solution qui va régler ce problème ensuite. Oui, il y a un moment où cette personne a douté sur la morale judéo-chrétienne, puis il a dit morale chrétienne. Non, c'est bien, si on lit Nietzsche, c'est bien au départ Rome et l'Antiquité qui sont les forts et qui sont détruits par la Judée, parce que les Juifs arrivent et commencent à parler de leur Dieu à eux, ce qui déstabilise le peuple, enfin le peuple romain et surtout le royaume, l'empire de Rome. Et donc après, effectivement, l'évolution du christianisme fait que toute l'Europe est endoctrinée à travers cette morale, la vie, Dieu, etc. L'évolution du principe de domination, oui, je lis en même temps parce que comme je réfléchis et qu'il est assez tard, l'évolution du principe de domination est passée des croyances religieuses aux croyances de la société de consommation. Oui, alors il faut savoir qu'avant il y avait des grandes religions. On va faire simple, on va parler surtout de l'Église catholique. L'Église catholique ensuite a été mise à genoux par la société de consommation. Et donc, par exemple, donc ça c'est plutôt pour la version américaine. Et pour la version européenne, elle est passée d'abord par le communisme. Le communisme a détruit la religion, s'est imposé comme une nouvelle religion, et a lui-même été détruit ensuite par le méchant capitalisme et la société de consommation. Donc finalement, à chaque fois, on passe d'une idéologie à une autre,
Mais les gens restent toujours soumis au final, ils sont jamais libres. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, la société de consommation, c'est juste une nouvelle religion aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui demandent, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit tout le temps aujourd'hui dans les personnes de gauche qui veulent qu'on prenne l'argent aux riches pour donner aux pauvres. Et en fait, je me dis oui, mais c'est quoi le but? Et en fait, le but, c'est que le pauvre il puisse consommer comme le riche. Donc c'est pas du tout améliorer sa qualité de vie spirituelle ou sa qualité de vie telle que définie par le surhomme de Nietzsche, mais c'est juste pouvoir consommer comme le riche en fait, c'est tout. Donc je trouve ces débats un peu tristes. Ensuite, effectivement, aujourd'hui on est dans un groupe immense qui... oui, alors oui, je voulais parler en fait de Guy Debord et la Société du spectacle qui nous explique que si je commence sur ça, ça va être chaud, mais simplement sur la société du spectacle, j'aime bien quand il parle du voyage. Parce qu'il dit que le voyage tel qu'organisé aujourd'hui, c'est pas du voyage, c'est pas l'aventure telle que le vrai voyage. Pour lui, le vrai voyage, c'est genre vous prenez un sac sur votre dos, vous faites un tour, vous allez dans des endroits complètement paumés, vous prenez des risques pour votre vie, vous allez dans des endroits dangereux, et c'est ça l'aventure, la découverte, c'est ça le vrai voyage. Et il met ça en opposition avec le voyage organisé, le voyage où en fait vous prenez un billet, vous allez à un endroit, vous allez dans un musée où a été recréé en fait une civilisation d'une autre époque mais qui n'existe plus. Donc en fait autant se mettre devant Arte et la regarder à la télé, comme ça vous économiserez de l'argent. Et ça c'est un syndrome du village global, de la mondialisation. Et quand il parlait de la théorie du genre dans la vidéo, c'est la même chose, c'est-à-dire le but c'est d'avoir un individu unique. Donc c'est un petit peu paradoxal avec le groupe, c'est-à-dire qu'en fait le groupe et l'individu unique pourraient fusionner pour finalement devenir une sorte de... Faudra inventer un nouveau mot pour ça. Un individu tellement parfait que du coup il se confond dans le groupe. Ça fait très peur, mais pourquoi pas. L'individu ne veut plus souffrir, oui, effectivement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il préfère son confort à sa liberté. L'individu ne veut plus souffrir, définition du dernier homme de Nietzsche, par opposition au surhumain de Nietzsche. Tu donnes l'exemple d'Interstellar et de la frustration d'être mal jugé si on dit du mal d'Interstellar. Oui, effectivement, puisque du coup, les derniers hommes, qui sont la majorité des gens, ils vont dire « Oh, Interstellar, c'est trop bien ». Et puis toi, si d'un coup, tu te dis « Ouais, c'est pas mal, mais quand même, ça, c'est de la grosse merde », automatiquement, on va te critiquer parce que tu as un avis différent des autres. Et finalement, être individualiste, c'est avoir le droit de dire quelque chose d'autre, tout simplement. Et donc, je parlais du prologue de Nietzsche, c'est exactement à ce moment-là où le gars, Zarathustra explique devant le peuple sa vision des choses et qui se fait foutre de sa gueule. La liberté d'expression, je vais lire un petit peu ce que j'avais dit. La liberté d'expression est une illusion, car elle ne peut dépasser le politiquement correct, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Exemple, l'esprit canal. Quand on parle de l'esprit canal des années 80, il suffit d'aller sur internet, de regarder des anciennes vidéos, et on se rend compte que des choses qui ont été faites à l'époque ne sont plus faisables aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'humour, où on dit qu'avant on pouvait rire de plein de choses qu'on ne peut plus rire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a changé entre cette époque-là et aujourd'hui? C'est la morale, les discours politiques, et cet esprit bien-pensant, ce que Zemmour aime tant. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de subversif, parce qu'on a déjà essayé beaucoup de choses, et qu'après cette époque de forte liberté, automatiquement, on revient vers quelque chose de plus moralisateur, de plus égalitaire, et avec moins de liberté. Donc du coup, oui, je voulais aussi parler de Nuit debout, qu'ils essaient de recréer l'esprit mai 68, mais ça n'a juste rien à voir. Mai 68, c'est un moment où il y a peu de liberté, où les gens en ont marre, ils ont envie de vraiment avancer, et donc tout le monde pète un câble. Nuit debout, c'est juste une partie des gens qui ont leur idéologie. En fait, c'est des enfants, on pourrait dire que c'est des enfants gâtés, et pas très bien éduqués, malheureusement, parce que quand on voit les discours qu'ils tiennent, ça n'a pas grand chose à voir avec mai 68. Et alors par contre, je starifie pas du tout mai 68, puisque si vous regardez
Si vous lisez plutôt commentaires de la Société du spectacle de Guy Debord, vous verrez que mai 68 a aussi été une méchante manipulation, etc., etc. Mais je voulais juste dire que Nuit debout, comme notre ami dans sa vidéo, je me mélange un peu, comme je voulais dire juste que Nuit debout voulait mettre en place une révolution, mais que c'est juste plus possible aujourd'hui. Les gens sont trop divisés, ils sont trop individualistes, mais là dans le sens de notre ami, effectivement pour faire preuve vraiment de solidarité et écraser un système ou se rebeller. Pour conclure, donc, il y a l'individualisme de consommation, décrit par notre ami dans sa vidéo, et l'individualisme des droits, que je défendrai plus dans ma vidéo, directement inspiré par Stirner. Le premier donne une illusion de liberté, car il est conventionné. C'est pour ça qu'il donne une illusion de liberté. On vous dit, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Regardez comme vous êtes libre. Oui, mais moi j'aimerais faire ça. Non, mais ça, c'est pas bien. Donc il est conventionné, c'est pas une vraie liberté. Et le second, l'individualisme des droits, lui, il mène logiquement à l'anarchie, puisque tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais heureusement pour les anarchistes, tout le monde n'est pas anarchiste, donc finalement c'est juste moi et quelques autres égoïstes qui profiteront de cette idéologie, pendant que la plupart des gens resteront dans l'individualisme de consommation. Donc le second mène à l'anarchie, et il permet à l'individu de se réaliser lui-même, à condition d'être seul ou par groupe d'associations, mais il ne doit pas être fait par rapport au regard des autres. Il ne cherche pas à l'être reconnu dans le regard des autres. Voilà ce que j'avais écrit. L'individu représente la liberté par opposition au groupe qui réclame l'égalité. Voilà, donc je finirai ma vidéo sur ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt. Ciao.